Voici la tant attendue nouvelle série sur le fou hameau forestier. Il s'est écoulé 6 mois depuis la sortie de l'épisode précédent, et ce n'est pas une question de paresse de notre part, mais des circonstances. Le hameau a été acheté à la fin de l'été. Nous avons commencé à nous y consacrer pleinement à l'automne. Et soudain, l'hiver est arrivé en décembre. Comme on dit, il n'y a jamais eu de tel. Et voilà encore. Déjà maintenant, c'est exact, à partir du 1er mars, nous sommes revenus au projet. Et je promets qu'il n'y aura plus de tel retard. Puisque l'équipe a grandi, 2 personnes travaillent chaque jour sur ce projet. La prochaine tâche principale est la reconstruction et la modernisation du toit. Ici, il est logique de commencer par le haut. Comme nous avons pu, nous avons allongé l'échelle et nous sommes partis démonter la cheminée. Tout au long de la vidéo, il y aura une petite confusion avec les saisons, car certaines séquences ont été filmées l'année dernière, à l'automne. En fait, c'est par eux que la vidéo a commencé. Alors, je vais partager quelques réflexions. Quel est le plan concernant cette vieille maison? Malgré son âge, la boîte en bois est en excellent état. Toutes les poutres sont entières, solides et pas pourries. La charpente du toit est aussi en bon état. Et même le schiffer nous semblait tout à fait vivant. Selon le plan, cette maison doit devenir un refuge temporaire, pour que l'on puisse déjà y passer la nuit dans un avenir proche, et c'est agréable de passer du temps pendant que la grande construction principale s'organise. C'est-à-dire, nous voulons le retaper de manière aussi économique que possible, sans faire de grandes rénovations et en investissant le minimum d'argent. Nous allons tout faire nous-mêmes et, si possible, utiliser des matériaux naturels à portée de main, bon marché et parfois même gratuits. Le toit n'est pas une exception ici. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Il est presque l'heure du déjeuner. Cela veut dire qu'il est temps d'allumer le feu. Nous nous sommes occupés loin des travaux de construction près de la vieille grange. Mais pendant que les pommes de terre crépitent délicieusement à Kazan, je pars à la chasse. Une chasse aux champignons inoffensive. En chemin, je croise des voisins mécontents. La tranquillité que nous interromprons souvent au cours des prochaines années. En fait, les lieux ici sont très pittoresques, calmes et un peu sauvages. Tout récemment, des chevreuils ont été aperçus près de la maison. Au final, après avoir flâné sur le terrain et un peu dans la forêt, ce qui en fait revient au même, j'ai réussi à dénicher. Voilà de tels beaux spécimens forestiers. Eh bien, ensuite, il ne reste plus qu'à faire le nécessaire. Ici, je me suis surpris à penser qu'il y a un plaisir particulier, incomparable à quoi que ce soit d'autre. Se procurer de la nourriture, allumer un feu et profiter du moment. Après le déjeuner, nous retournons à la cheminée pour régler définitivement cette question et commencer la toiture. Heureusement, le mortier ici n'était pas très fort et les briques s'empilaient facilement à côté en une grande pile. Après quelques heures, les briques sont soigneusement empilées au bord du terrain. Et nous repartons sur le toit. Au départ, le plan était extrêmement simple, nettoyer le toit de la mousse, des feuilles et des aiguilles tombées. Ensuite, nous avions prévu de recouvrir le toit en fibrociment avec un matériau isolant spécial. Faire une ossature, recouvrir d'une fine couche de terre et planter de l'herbe, de la mousse et des fougères. De l'intérieur, bien sûr, tout isolé et transformer l'ancien grenier en espace habitable. À vrai dire, une chambre. Bien sûr, nous n'avons pas abandonné cette idée. Nous avons juste un peu changé l'ordre et le plan d'action. Mais nous en parlerons un peu plus tard, ne les dérangeons pas et ne les distrayons pas de leur travail. Regardez comme ils travaillent dur. Après que tout le bardeau ait été principalement nettoyé, il faut faire de même avec le grenier. D'abord, nous enlevons les planches. Cela n'a pas pris beaucoup de temps, car ils n'étaient pas cloués, mais simplement posés uniformément sur une couche d'isolant, un véritable éco-isolant. Eh bien, nous avons dû nous battre un peu avec lui. Qu'est-ce que c'est en fait ? En fait, c'est de la paille finement coupée, mélangée à des copeaux de bois. C'est principalement d'elle que provient cette odeur familière de la vieille maison en bois, qui n'est pas vraiment agréable, mais qui évoque toujours des souvenirs très chaleureux. L'été, le village est des temps insouciants.
final, après une journée de travail, nous avons réussi à extraire environ une centaine de sacs de ce bon matériel. Le seul endroit difficile d'accès, c'était la base du toit. Ici, nous avons décidé de ruser. Nous avons enlevé les planches de l'extérieur et l'isolant est tombé tout seul dans la rue. La prochaine étape consiste à renforcer le toit, puisqu'un léger, mais tout de même, une couche de terre sera déposée dessus à l'avenir. Pour cela, nous avons acheté cette poutre avec laquelle nous allons partiellement doubler la charpente du toit. Plus précisément, ajoutons les chevrons, et chaque poutre sera une jambe de chevron. Pour plus de commodité, nous avons décidé de faire tout de suite sur le sol l'ajustement pour connecter les deux jambes, et de nous occuper de l'assemblage directement sur le toit. Ici, tout est simple et clair visuel. Après quelques heures, nous montons les poutres dans le grenier et commençons l'ajustement. Nous n'avons bien sûr fait aucun calcul, nous avons simplement décidé de doubler. Des chevrons et entre chaque paire, ajouter encore une chevron, c'est-à-dire au final, renforcer 2 fois plus. Je suis sûr que cela suffira. Eh bien, si ce n'est pas le cas, vous le saurez certainement dans les prochains épisodes. Ici d'ailleurs, on voit bien où ils vont être placés. À la base, nous allons poser des poutres similaires, donc il est important de les mettre à niveau, ce que nous faisons. Comme vous pouvez le voir, il y a une planche non rabotée sur le sol. Bien sûr, il ne sera pas possible de mettre la poutre parfaitement à niveau sur une telle base, donc nous faisons des ajustements de toutes les manières possibles aux endroits nécessaires. Après avoir préparé la base, nous nous attaquons aux chevrons, nous les marquons, les coupons et les essayons sur place. Pendant que les gars s'occupent de ça, je fais des recherches sur Google. De belles images de fenêtres panoramiques. Et à ma grande tristesse, mais il y a plein de super projets sur internet que j'ai regardés et qui m'ont donné envie de me lancer dans l'idée. Je ne suis déjà pas d'accord pour des plus petits, mais comme vous vous en souvenez, l'idée principale est de construire une maison à super budget qui aura l'air aussi bien que les projets très coûteux des images précédentes. C'est ce que nous allons vérifier. À la fin du projet, je ferai le bilan et je parlerai de toutes les dépenses. Et bien d'ailleurs, c'est l'un des achats les plus chers. C'est un tube profilé en métal de 120 sur 80 mm. Pour toute la construction, nous avons dû acheter 6 unités de 6 mètres, soit 36 mètres linéaires, ce qui nous a coûté 400 $ ou 30 000 roubles. Au final, dans notre atelier, nous avons bien nettoyé, traité et peint ce tube profilé. On l'a mis dans la voiture et on l'a emmené au hameau. À ce moment-là, l'hiver calendaire touchait à sa fin et commençait progressivement à céder du terrain, du moins c'est ce qui nous semblait. Et nous nous préparions pour la saison pour les matériaux de construction. Comme vous l'avez déjà compris, pour faire une grande fenêtre panoramique, il faut d'abord découper l'ouverture. C'est ce que fait Colia. Nous avons fait le premier marquage brut. Voilà ce que ça donne. Le premier bord de l'ouverture et le deuxième bord de l'ouverture. On a renforcé ici pour que rien ne nous tombe dessus. En même temps, tout cela sera renforcé. Ensuite, quand tout sera bien en place, les dimensions seront respectées. Parce que la maison est construite depuis très longtemps. Et peu importe les horizons ou les niveaux, il n'y a rien là-dedans. Nous avons suivi notre propre chemin. Simple. On a pris, on a mesuré la même distance depuis le pignon et, à l'aide d'un niveau laser, on a transféré toutes les marques vers le haut.
Nous avons déjà commencé ici, nous avons un peu découpé la fenêtre. Pour l'instant, tout est irrégulier, c'est brut, nous coupons tout. Ensuite, ce sera plus facile de retoucher les bords, d'ajuster. Nous avons enlevé l'amiante. Les feuilles que nous avons pu conserver, nous les avons gardées, nous n'avons pas enlevé l'amiante complètement. Notre emmanchure se termine encore 20 cm sur cette ardoise. Maintenant, je vais percer un trou par le bas de ce côté depuis l'intérieur à l'aide d'un laser. En ouvrant, nous tirerons un fil et le long du fil avec une meuleuse, nous couperons l'excès d'ardoise. C'est devenu beaucoup plus lumineux. Vraiment beaucoup. Génial. À ce moment-là, nous espérions nous en sortir avec le moins de sang possible. Non. Nous avons découpé l'amiante à la taille de l'ouverture pour économiser de l'argent. Mais ce n'était pas si simple. C'est justement maintenant qu'il est devenu clair que l'amiante est en fait assez solide. Mais sa fixation n'est pas vraiment solide. Les clous ont pourri, donc il ne faut pas compter sur cette construction. Nous avons longuement réfléchi et cherché, et avons finalement décidé de retirer l'ardoise, les bardeaux et la plupart des traverses rondes. Au final, il ne restera que les pannes de l'ancienne structure, ce qui nous convient parfaitement. Après avoir défini l'ouverture, c'est le moment de s'occuper de la structure métallique. Je pense que beaucoup se demanderont pourquoi nous avons décidé de faire l'ouverture, c'est-à-dire cette insertion panoramique d'une telle largeur. Ici, c'est très simple. J'ai appelé tous les fabricants de fenêtres à double vitrage et j'ai trouvé les paquets prêts les plus larges. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas à la bonne taille et qui sont restés à l'usine comme un fardeau. Le fabricant s'est fait un plaisir de s'en débarrasser à prix coûtant. Et nous soudons le cadre en nous basant déjà sur leur taille. Eh bien sûr, il faut noter que nous ne retirons pas. Classe de maître, probablement on ne peut pas faire ça selon la technologie. Et bien sûr, je vais l'apprendre dans les commentaires. Mais malgré tout, je suis fermement décidé à obtenir un vitrage panoramique cool et pas cher. En gros, l'ouverture, nous avons découpé et réalisé que notre base métallique inférieure était trop courte. Nous l'avons sortie dehors. Maintenant, nous allons y cuire 20 cm pour minimiser la soudure à la maison. Parce que les incendies, les non-incendies, tout peut arriver. Et bien ensuite, tout se fait de la même manière. Nous coupons le profil à la taille nécessaire, nous l'ajustons, nous le montons sur le toit et doucement, nous assemblons la construction prévue. Bien que nous soyons déjà dans la seconde moitié de mars, l'hiver ignorait obstinément cette information. Et de temps en temps, elle nous a réjouis avec un temps merveilleux qui, pour une raison quelconque, ne réjouissait pas vraiment. Les gars, à part moi et Kolia. En ce qui me concerne, je pense que c'est clair, car j'apparaissais rarement sur le chantier. Mais Kolia était content, parce que Souder était devenu plus sûr, puisque les étincelles de la soudure tombaient sur la neige mouillée et non sur des planches sèches. Nous préparions à souder. Ils ont opté pour du cachemire, ignifuge. Voilà, nous allons maintenant souder. Au final, nous devrions obtenir un cadre clair, rigide et autonome. C'est important, car c'est sur elle que nous allons placer les fenêtres.
Voici encore quelques artefacts du passé et une petite histoire de cet endroit qui a été trouvé dans une vieille lettre. Une lettre de la patrie. Bonjour cher frère Shura, dans les premières lignes de ma petite lettre, je veux te dire que nous sommes en vie et en bonne santé et c'est ce que nous te souhaitons. Shura, nous avons reçu ta lettre et la carte postale, pour lesquelles nous te remercions beaucoup. Shura, tu demandes l'adresse d'Anya? Shura, nous avons donné ton adresse à Anya et elle t'enverra une lettre. Shura, tu demandes quel temps il fait chez nous? Pour l'instant, il fait beau chez nous, mais nous ne savons pas comment ça va évoluer. Shura, tu demandes où Anya travaille en ce moment? Anya travaille maintenant comme infirmière, dans le petit village ou la ville de Diatlovo. Shura, il n'y a pas de danse du tout à Kanevichi. Oh, il y a des danses à Pira, au club. Shura, tu demandes si nous avons du pain et du saindoux? Shura, ne t'inquiète pas pour nous, prends soin de toi. Nous avons du pain et du saindoux, tout est là. Shura, tu demandes combien de betteraves nous avons reçues? Nous avons reçu 25 ars de betteraves et 20 ars de maïs. Allen, nous traitons tout, complètement. Shura, tu as dit que si tu allais à l'armée, je finirais par utiliser ton vélo. Et ton vélo fonctionne encore et continuera à fonctionner. Shura, maintenant nous avons une vache et un veau. Nous avons aussi 2 gros cochons. Shura, nous avons préparé 2 charrettes de fourrage pour l'hiver. Et les fans de pommes de terre n'ont pas encore été fauchés. Donc, on peut garder 2 vaches pendant l'hiver. Par la suite, nous allons recouvrir les panneaux OSB d'une membrane d'étanchéité, de drainage et d'une fine couche de terre pour le verdissement. Pour moi, la première association avec un toit vert est liée à la Norvège. C'est un phénomène assez courant là-bas, et ça a l'air comme ça. Déjà à l'époque préhistorique, les Norvégiens ont compris, ou plutôt ont dû comprendre, compte tenu de leur climat rigoureux, que c'était une excellente solution. Le fait est qu'une épaisse couche de terre sert bien d'isolant contre le froid, la chaleur et le bruit. Il est évident qu'un tel volume pèse lourdement. Mais cela a également été utilisé à ses propres fins. Et le sol servait de presse, protégeant la construction du vent et aidant à un affaissement rapide et uniforme des maisons en rondins. En fin de compte, les rondins étaient bien serrés les uns contre les autres, ce qui avait un effet positif sur l'isolation thermique. Du moins, c'est ce qu'ils écrivent. Bien sûr, pour un tel toit, il faut une charpente super puissante, des toits, des planchers, des murs et par conséquent, des fondations. Notre maison ne peut pas se vanter de ça. Et j'ai vraiment envie d'un toit vert. Et là, j'ai décidé de faire une expérience. Au final, je prévois de remplacer l'herbe par de la mousse. Quelle est l'idée ici? Tout d'abord, pour que la mousse pousse et se sente bien, il suffit d'une très fine couche de terre. Oui, à l'origine, cette couche servait aussi d'isolant thermique. Nous allons résoudre cette question avec l'aide d'un isolant moderne léger. Il est également important de comprendre que le climat en Norvège est très particulier, et c'est suffisant pour que la pelouse sur le toit ne se dessèche pas. Dans nos régions, il faudrait clairement arroser le toit en plus. Et là, encore une fois, la mousse résout le problème. Il est assez résistant et ne nécessite pas autant d'entretien que l'herbe. Du moins, c'est ce que je pense. Je n'ai pas trouvé d'informations ni de réalisation réussie concernant un toit en mousse. Si vous avez une telle expérience, s'il vous plaît, écrivez-le. Cette technologie a été utilisée jusqu'aux années 1950, puis remplacée par des matériaux modernes. Des années 1950. Mais ensuite, la beauté naturelle a été remplacée par des matériaux modernes plus légers. Mais, comme on le sait, l'histoire est cyclique. De nos jours, ces toits en terre ont de nouveau gagné en popularité, et il est devenu beaucoup plus facile de les réaliser grâce à l'apparition de technologies et de matériaux modernes. Dans certaines communes de Norvège, d'ailleurs, ils appellent les quartiers comme nous, il y a une exigence obligatoire pour que les toits des maisons soient recouverts de gazon. Au moment où nous avions fini de retirer les vieilles ardoises et les bardeaux, les géomètres sont arrivés. Pour délimiter clairement les frontières du terrain, pour être honnête, je n'étais pas particulièrement satisfait de ces limites, car je pensais au départ que l'intrigue serait plus grande. Mais, compte tenu de notre législation, c'est déjà un cadeau. Car en ce moment, il est impossible d'acheter un terrain dans la forêt. Donc, nous travaillons avec ce que nous avons, et nous nous réjouissons. Au final, il a fallu environ 1 mois pour retirer l'ancien matériau et créer une nouvelle structure renforcée. Probablement, beaucoup diront que c'est trop long. Probablement, oui. Considérez nos éléments d'entrée. Nous ignorons ces conditions, juste des passionnés. Deuxièmement, la météo nous offrait souvent des week-ends imprévus. Et troisièmement, n'oubliez pas que tout cela est filmé en détail par une caméra afin de vous raconter une histoire. Et ce processus ralentit vraiment la construction, croyez-moi sur parole. D'après des estimations très approximatives, le travail se fait 2 à 3 fois plus vite si on ne filme pas de vidéo à ce sujet. C'est une telle superstition.
Une fois le cadre prêt, il ne reste plus qu'à le recouvrir de plaques OSB. C'est justement ce que font les gars, heure après heure, panneau après panneau. Après 2 jours, la partie nécessaire du toit est couverte, mais comme vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup de lacunes. C'était le plan, car à l'avenir nous devrons vitrer la partie panoramique. Et pour faciliter le travail, nous avons laissé des ouvertures par lesquelles nous accéderons à l'extérieur. Toit. Un peu de patience, et tout deviendra clair. Mais pour s'occuper du vitrage, il reste encore quelques travaux de soudure à faire, car ensuite, faire de la soudure à côté des vitres collées ne sera pas tout à fait correct. Nous nous en occupons. En ce moment, quelle est la tâche ici? Nous devons ajouter des chevrons à la structure métallique principale, auxquels les panneaux OSB seront fixés. Le fait est que ce côté de la panoramique sera en verre uniquement en haut, pour obtenir un fait en verre, et par la suite, allongé dans le lit, admirer la nature et le ciel étoilé. De ce côté, un accès à la maison a également été aménagé. Et je n'ai pas envie de la rendre complètement transparente. De l'autre côté, on donne sur un coin de forêt. C'est là que se trouvera la principale panoramique. Alors, les travaux sur le toit continuent. Ici, le latage est entièrement prêt. L'accident a été peint sous le panneau USB. Et ici, pour poser le verre, nous avons finalement décidé de mettre le verre contre le verre et de renforcer le joint. Nous avons commandé une cornière comme celle-ci, épaisseur les murs 5, 40 sur 50, on tirera sur la volonté. Comme ça, elle va se poser comme ça, s'ajuster, être soudée, et le verre va reposer dessus grâce à des cales en plastique spéciales pour cela. Pour anticiper, je dirais que tout a été fait à la perfection. Et c'est très important car une unité de verre sera placée dans chaque cellule. Et si vous faites une erreur de quelques millimètres, ce sera fatal, car le verre ne pourra pas être plié, coupé ou modifié d'une autre manière. Et ensuite encore quelques heures pour la soudure, le nettoyage et la peinture. Au départ, nous avions prévu de tout terminer en une journée, mais comme on dit, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. Ici, vous vous demanderez probablement pourquoi notre structure métallique est beaucoup plus longue. Le toit principal, au cours du travail, il est devenu clair qu'elle allait de toute façon apparaître comme un élément distinct. Finalement, j'ai décidé de ne pas le masquer, mais de le mettre en valeur et de le souligner délibérément. Je ne suis ni designer ni architecte, je le souhaite simplement ainsi. Par la suite, cette insertion sera décorée différemment, et comme vous l'avez déjà compris, sa longueur sera également mise en valeur. Et enfin, passons à la partie la plus intéressante. Nous nous préparons à insérer les vitrages dans le cadre. Et en même temps, vérifier comment Colia s'est débrouillé avec les diagonales et les dimensions. On ne peut pas poser les verres directement sur le cadre métallique, on dit que c'est un mauvais présage. C'est pourquoi nous préparons ces sortes de cales en plastique en les collant avec du ruban adhésif double face afin de les disposer et de les fixer à leur place. On dégraisse, on dispose et on essaye de poser le premier verre. En principe, tout est clair ici et il semble que le processus soit extrêmement simple. Sur le cadre métallique, il y a des cales en plastique et nous posons le verre dessus. Nous le collons tout autour avec du ruban adhésif et préparons le mastic. Pour ces objectifs, nous avons pris un mastic spécial, comme je l'ai dit. Ici, tout semble extrêmement simple et clair, mais il y a toujours des pièges et des difficultés dont nous n'avions même pas idée. Et voici l'une d'elles. Le fait est que sans des ventouses professionnelles fiables, installer de tels vitrages est, pour le dire poliment, peu pratique. Il n'y avait aucune option disponible à la location. On a trouvé des ventouses de qualité vraiment douteuses à la vente et je n'avais vraiment pas envie de faire tomber un tel verre en étant sur le toit. Mais comme vous le voyez, les ventouses sont tout de même présentes dans le cadre. Dima nous a beaucoup aidé avec ça. Notre voisin de production, Subscriber, est tout simplement un gars génial qui est venu pendant son jour de congé, a apporté des ventouses et a montré une masterclass. Et bien, ensuite, tout se passe selon le même schéma. Heure après heure, verre après verre, et le puzzle se mettait doucement en place. Le lendemain, le mastic a séché et on peut maintenant fermer les espaces dans le toit qui avaient été laissés spécialement pour faciliter le montage des vitrages.
Ici, on voit clairement à quoi servait cette structure métallique. Nous découpons l'OSB à la bonne taille et nous le fixons. De l'autre côté, notre insert panoramique est également plus long que le toit principal. Mais ici, la section pour l'OSB est beaucoup plus petite et nous avons décidé de nous contenter d'une structure en bois, que nous fixons sur des équerres métalliques. Ensuite, nous fermons l'échelle improvisée que nous avons utilisée lors du montage des verres. Par la suite, nous avons recouvert tout le toit avec une bâche et au final, à la fin de cette série, voici ce que nous avons. Au final, voilà à quoi ressemble notre construction. La seule chose qui est restée hors champ, ce sont ces nœuds. Nous avons soudé un simple angle en métal pour relier les deux structures entre elles. C'est-à-dire un cadre en bois et en métal. Pour être honnête, je suis vraiment très satisfait. Tout a l'air fiable, de qualité et même probablement bien fait. Oui, je vais le découvrir dans les commentaires.